Dans cette vidéo, j'affronte un joueur professionnel de simple en simple. À son prime, il était 3e mondial devant Jonathan Christie, Ken Tapon et Anders Antonsen. En fait, il était juste derrière Sang Jae. Petite particularité, premier set, il va jouer avec une mauvaise raquette. Mais quand je dis mauvaise raquette, c'est pas une raquette de 20 € que j'ai été trouvé chez Decathlon. C'est vraiment la pire raquette que j'ai été capable de trouver dans une journée complète. Et ensuite, deuxième set, il jouera avec sa raquette normale, histoire qu'on voit la différence, s'il y en a une. Avant que la vidéo démarre, je tiens à vous dire qu'il reste des places pour notre stage badminton à Bangkok, un stage d'exception qui va vraiment vous faire progresser en tactique, technique et sur les gestes, smash, défense. Donc c'est vraiment le stage qu'il vous faut si vous souhaitez vraiment progresser. Vous avez toutes les informations en description et vous pouvez également payer en plusieurs fois. Figurez-vous que j'ai même hésité à payer des mecs pour trouver la pire raquette ever. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais quand même faut pas abuser. Hey bro, where is the worst racket what you have for sale? This. Alors le monsieur il est bien gentil, mais ça c'est beaucoup trop bien pour nous. Moi ce que je veux c'est très simple, je veux que pour 3 €, j'ai un pack de 4 raquettes, des volants en plastique et même le filet à la limite. En fait je veux une raquette tellement pourrave que même les gens au collège en sport se disent ah ouais quand même il a fait fort. Alors j'ai trouvé cette raquette qui est vraiment pas mal, enfin qui est vraiment merdique comme je veux, mais le truc c'est qu'elle est un poil trop chère, elle coûte 4,50 €, donc je vais quand même pas mettre ce prix là, je vais trouver autre chose. J'ai enfin trouvé la raquette, là je pense que je pourrais pas faire pire. Regardez, ça va pas être la même couleur mais là je pense que je peux difficilement faire pire. Même le T, il a l'air bancal et on dirait que la raquette elle va casser à tout moment. Donc notre ami, il va jouer avec ça et on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est acheté. 3e mondial qui doit jouer avec une raquette à 3 $. C'est la raquette la moins chère que j'ai trouvée. Mais bon, de toute façon, c'est pas la raquette qui fait le joueur, non? Ah oui, aussi, j'ai privatisé le gymnase, comme ça, il n'y aura pas de bruit parasite venant des autres terrains pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Là, je vais aller manger, prendre des forces pour cet après-midi. Salut, rap. Big Mac 7. Upside down. Yeah, upsize, yeah. One more Big Mac, please. No set. Enjoy. Ah bah ça, fais-moi confiance. Ils se sont trompés, j'ai demandé grande taille, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. En plus, j'ai les curly fries, ça va me faire gagner le match, ça. Vous avez ça, vous? Je crois pas. Par contre, ici, on n'a pas de CBO, ça c'est vraiment nul. Heureusement qu'il y a ça. Je suis vraiment désolé au fait, j'ai rien fait pendant 2 mois. Je veux pas vous dire que j'étais occupé, j'ai juste rien foutu. En fait, j'étais en France, je devais faire des projets avec badminton de plage et la team, mais j'ai préféré me tourner les pouces pendant 8 semaines. Résultat, j'ai fait quelques shorts, mais pas de vidéos longues. Mais là, vous inquiétez pas, ça reprend, et ça reprend tout de suite. Nope.
11-7. Ça va, ça va, ça va. Il ne me met pas 11-0 avec une raquette à 3 balles. Ça m'aurait quand même assez embêté. Je suis obligé de prendre pas mal de risques. Tenter des trajectoires assez risquées. Aller chercher des lignes pour avoir un maximum de chances de mettre des points. Parce que si je joue normalement, je vais me faire boire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il va prendre sa vraie raquette. Pourquoi j'ai fait ça? Il me fait un vol en milieu de terrain, c'est un point gratuit. Smash sur lui ou smash droite ou gauche, là, mais pas ça. Non. Alors rater un kill comme ça, c'est vraiment inadmissible. Ça, je déteste ça, ce petit service où il fait genre qu'il va servir à long et au dernier moment, il casse le bras et ça fait un service court. Il y a un petit à l'académie de Ponciana qui sait le faire aussi et j'aime pas du tout. Aïe aïe aïe, je suis trop court, il me met un slice ou un amorti croisé. Je suis à 10,50 m du volant. Bien joué à lui, donc il gagne le premier set 21-15 avec la raquette de plage à 3 $. Félicitations. Alors ce qu'il m'a dit, c'est que c'était impossible de mettre de vitesse avec cette raquette, tu m'étonnes. Chaque fois qu'il essayait de relancer, de fixer avec le poignet, c'était très compliqué, ça lui faisait mal au bras, il disait. Il y avait zéro précision, donc vous voyez, quand il a fait une relance à un moment, il a relancé au milieu du filet. Il y a zéro touché avec cette raquette, il n'y a rien. C'est un cordage d'épuisette. Il a dit, c'était très très compliqué, mais c'est la première fois qu'il fait ça, donc c'était une expérience. Maintenant, les choses vont changer, étant donné qu'il va passer avec sa raquette. Eh, vous avez vu la vitesse de déplacement? Le mec il arrive, bam, il fait son spin, mais c'est un truc de ouf. Moi je suis encore au milieu du terrain, c'est incroyable la vitesse. Aux A11 du deuxième set avec sa raquette réelle. Alors, ça va très très vite. Les smash, ils sont pas si puissants que ça. Ils sont très piqués, il y a beaucoup d'angles, c'est proche des lignes. C'est très embêtant étant donné que je suis tout seul à défendre.
le smash. Au niveau des déplacements, c'est ultra rapide et les gestes, je dois toujours faire un pas de plus par rapport aux autres joueurs que j'affronte, voire même 2 pas. Même patte, hein, je dois faire un pas de plus que contre patte, donc c'est très très embêtant étant donné mon niveau de simple. Et au niveau du jeu en général, c'est un mec qui réfléchit beaucoup, qui a des schémas de jeu établis, on en parlera plus tard à la fin de la vidéo. Bah oui, spinning, bah oui. Il te fait un spin, le truc, tu le tapes, il est encore en train de tourner. Jordan, tu t'attends à quoi? Forcément que ça va sortir. C'est un petit malin ce joueur. Hein. Et je l'ai pris pour un R6 le mec, tu sais. Comme s'il allait arriver, il allait foirer la mortier au filet, ou je sais pas, il allait me faire un volant qui monte. Bah non, c'est sûr que ça allait tourner. Je rêve où je lui ai mis une feinte là. Eh, c'est sûr et certain, de mon expérience, je vous jure que je me souviens plus du match, mais dans les 3 points qui suivent, il va essayer de me mettre une feinte, c'est sûr et certain, je connais trop ce genre de joueur. Bah tiens, c'est sûr qu'il allait mettre une feinte 10 fois pire et que j'allais pas toucher le volant après. J'avais dit dans les 3 points, c'est la prochaine touche qu'il a fait du volant, il a mis la feinte. Et d'ailleurs, celle-là, je la connaissais pas, je l'avais pas dans mon registre. J'ai jamais vu cette feinte-là de ma vie, elle est bougrement efficace. J'ai même pas touché le volant. Alors là, à ce moment-là, je me suis vraiment éclaté le genou par terre. J'arrivais plus à marcher pendant peut-être 20 secondes. Ça va parce qu'il a été gentil, il m'a aidé à nettoyer le terrain là, parce que j'ai eu de la transpiration partout. Là. Il m'a aidé à sécher tout ça. Et pendant ce temps, j'ai pu récupérer mon genou. En fait, il a tapé directement le sol. Alors ce point-là, il est assez intéressant. Au début, je veux lui mettre une feinte, bon ça prend pas, hein, il y avait peu de chance quand même. Ensuite, à un moment donné, je suis au filet, j'attends quoi en fait? Le mec, il va pas amortir au filet pour se prendre un kill, même si faudrait que je bouge mes fesses et que je sois très rapide, ça peut quand même arriver. Par contre, moi, j'attends pas du tout un lob droit ou un lob croisé. C'était sûr et certain que ça allait arriver, il allait faire que ça le mec. Et non, ça m'a surpris. Alors que c'était la seule option qui était viable. Fin de match sur un service que j'ai pas touché. Alors, conclusion, deuxième set. Bah écoutez, match à sens unique, hein, forcément. Je pense pas qu'il ait joué à fond, ça m'étonnerait très fortement. De toute façon, en même temps, je pense pas qu'il puisse jouer à fond contre un joueur aussi peintre que moi. J'ai pas assez de niveau pour qu'il puisse jouer à fond, c'est sûr. En tout cas, très intéressant. Je vois bien la diff avec des joueurs R6, R5, R4. En fait, tu dois faire 1 ou 2 pas de plus sur tous les points. C'est beaucoup plus réfléchi. Les smatchs, ils sont pas spécialement plus forts. En tout cas, moins forts que des gros joueurs de double. N2, N1 en Thaïlande. Enfin, surtout, ouais, N2, N1. Les smatchs, ils sont moins forts. Par contre, ils sont plus précis. Ils sont plus piqués. Du coup, ils sont plus compliqués à défendre. Surtout que je suis tout seul pour pouvoir défendre ça. Donc, le terrain, il est beaucoup plus grand. Il y a plus de largeur et il a beaucoup plus de place du coup pour se matcher. Au niveau des déplacements, c'est ultra rapide. Il est partout en avance. Il me fait toujours des vrais gestes. Au filet, il me fait des spins qui tournent, qui sont très proches de la bande et très proches du filet. Pour moi, c'est très très compliqué. Il a un sacré poignet. Tout ce qui est fixette et tout, c'est tranquille. Il est invisible et il a des schémas de jeu. Donc c'est ça que je voulais vous parler. Avant que je vous fasse part de la discussion, il faut que vous sachiez qu'en Asie, ils sont très conservateurs des entraînements. Donc que ce soit si c'est du moyen haut niveau
niveau encore, ça va. Si c'est du très haut niveau, comme ce que fait Kentawat, parce qu'en fait il est entraîneur de l'équipe de Thaïlande, c'est interdit d'assister aux entraînements et c'est encore plus interdit de les filmer. De toute façon, personne ne peut y assister sans autorisation. Donc du coup, on n'a pas pu filmer l'échange qu'on a eu à la fin du match. J'ai le droit évidemment quand même de vous dire ce qui s'est dit, mais j'ai pas le droit de filmer l'échange, j'ai pas le droit de filmer les entraînements que je vais avoir prochainement avec lui. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé vous en faire profiter, mais c'est pas possible. Enfin, du moins pour le moment. On verra peut-être si on arrive à négocier quelque chose. Il y a eu des choses très intéressantes qui se sont dites. À un moment, on a eu un point où j'ai fait un dégagement droit, côté coup droit, et où il m'a fait un stick croisé qui est assez proche de la ligne, côté revers. Le truc, c'est que moi, j'étais prêt avec ma raquette, enfin prêt, en tout cas dans ma tête, je sais pas si c'était visible, à faire un bash qui aurait eu l'effet qu'il aurait eu, mais qui était quand même prêt à basher croisé côté coup droit de Kentawat, mais assez rapide, tendu. Et du coup, je lui ai dit, au moment de taper ce volant-là, est-ce que tu m'as vu préparer ma défense ou est-ce que tu savais déjà que tu allais sticker croisé à cet endroit-là? Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que son geste, il était déjà prévu 2 coups avant. En fait, il avait posé une option sur moi. Si je faisais ce qu'il avait prévu, c'était bien, c'était l'option 1. Et donc, du coup, j'allais manger ce stick croisé, c'était écrit. Soit j'aurais mis une option qu'il avait pas anticipée comme étant l'option la plus probable. Et donc, du coup, il aurait agi en conséquence. Mais en fait, à chaque fois, il a des prises d'options où admettons il y a 60-70% de chances qu'il se passe ça et donc du coup il a une réponse déjà programmée qui va arriver. Et du coup c'est super intéressant parce qu'en fait moi je me disais que c'était un petit peu par hasard qu'il avait fait ça ou qu'il a vu que j'étais un petit peu à droite et donc du coup qu'il allait m'envoyer à gauche, mais en fait pas du tout, il avait déjà réfléchi plusieurs coups à l'avance qu'il allait faire ça. Et après s'il y avait une réponse à ce stick croisé, donc ce qui n'a pas été le cas, il avait également une option pour pouvoir me tuer après. En fait ils ont toujours une option supplémentaire, voire 2 options supplémentaires, ça c'est surtout pour le double, pour le simple, c'est souvent une option. Et peu importe ce qui va arriver, il sait déjà ce qu'il va faire dans la majorité des cas. Alors du coup, à chaque point, il prend des options et en fonction de comment je réagis, il ajuste. Mais il a dit que moi, étant donné que je jouais souvent sur son option numéro 1, il avait pas trop d'ajustements à faire. En fait, j'étais trop prévisible. Donc je sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, c'était très intéressant d'apprendre ça. Je pensais pas que ça se passait comme ça, la prise d'option. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que en y réfléchissant bien, quand le volant monte, moi je sais que je peux faire ça ou ça. Mais le truc, c'est que lui, il sait pas seulement. Il se dit, le volant, s'il arrive comme ça, je fais ça. Et donc, du coup, c'est pas quand le volant commence à monter, se dire, je vais faire un smash, un demi-smash, un amorti droit, un amorti croisé, un slice droit, machin. C'est, je vais faire ça, point. Et ensuite, ça va répondre comme ça. Si ça répond comme ça, bam. Si ça répond comme ça, et ben, ça sera alternative. Mais c'est super intéressant et je pense que le fait de savoir beaucoup à l'avance le geste que tu vas faire en cas de option numéro 1, et ben, ça te donne peut-être beaucoup plus confiance pour réaliser ton geste. Je sais pas, faudrait que je creuse de ce côté-là. Par-dessus tout, en fait, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la vitesse de déplacement et la réflexion. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut se déplacer aussi rapidement, faire des gestes aussi précis. Me mettre à la rue à chaque fois qu'il touche le volant, en fait, il prend un avantage sur moi. Donc c'est très très intéressant. J'espère que ça vous a plu et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!